mort et désastre. Enhardi par ses victoires récentes et désireux de remporter une bataille qui raffermirait son autorité sur la croisade d'Akshi, le maréchal d'Éridan décida d'affronter le roi des Trogoths à découvert, persuadé que la redoutable puissance de feu des machines de guerre sous de fer allait pulvériser la horde des monstres. Le plan de Malcorne était simple et se conformait à la doctrine militaire de l'Académie martiale de Amerolaksha. Son artillerie lourde, c'est-à-dire les grands canons sous de fer ainsi que leurs grues de chargement et leurs munitions, serait posée sur une colline de roche ignée appelée la crête de Mander, qui était entourée sur 3 de ses côtés par des geysers de lave. Le seul côté qu'on pouvait approcher était celui situé à l'ouest, et il était étroit et facile à défendre. De plus, les éophores pouvaient aussi compter sur l'appui de 2 puissants mégaphores, ces plateformes mobiles hérissées d'armes, aussi grandes que des tours de château et dirigées par des tireurs d'élite. Déployés en formation castellane, à l'ombre de ces titans de métal, les troupes de Malcorne attendaient de pied ferme la venue de l'ennemi. Elles n'eurent pas à patienter longtemps, car des nuages jaunes apparurent au loin, et le sable noir du vaste aride se mua en une masse de grottes piaillant et de trogrottes à la peau pierreuse et grise. L'infanterie de Malcorne était en ligne au pied de la crête de Mander et commença à repousser les attaques de l'ennemi. Lorsque les Trogoths s'avançaient, ils étaient mis en pièces par les boulets et des batteries d'artillerie postées sur la colline, et par les salves dévastatrices des mécaphores qui assuraient les tirs d'appui. Sentant que la victoire était proche et désireux d'oindre sa lame avec le sang de Trogoth avant la fin de la bataille, le maréchal Malcorne donna l'ordre de charger. Et Sigorst, son estaffiette reliquaire, transmit l'ordre à la cavalerie le long de la ligne. Celle-ci s'élança, laissant les positions de l'artillerie protégées seulement par quelques défenseurs des Haumefers. Au signal de Malcorne, la cavalerie étincelante se mit en fer de lance et commença à écraser sous ses sabots les nuées de grottes terrifiées. Même si la charge de Malcorne dispersa la horde de grottes encapuchonnées qui s'était massée au pied de la crête de Mander, cela amena le maréchal loin du flanc vulnérable de son armée, alors qu'une nouvelle menace arrivait en bondissant frénétiquement. En effet, le Louvboss Githrik le Crameur et ses Boingroth fonçaient vers la colline, apparemment sans se soucier des jets de lave intermittents. Alors que les cavaliers grottes se cramponnaient à leur monture, ces dernières faisaient des bonds gigantesques qui leur permettaient de passer au-dessus des geysers entre 2 éruptions, si bien qu'ils atterrirent au beau milieu des artilleurs occupés à recharger leurs grands canons. S'ensuivit un massacre terrifiant, tandis que les chevaliers grottes et leurs montures frénétiques déchiquetaient les malheureux servants. Lorsque Malcorne se rendit compte que les canons avaient été réduits au silence, il était trop tard pour repousser les chevaucheurs de Squig de Githrik. Ces derniers chargèrent alors le corps principal des éophores en sautant par-dessus le mur de boucliers au cœur des régiments de fusillés afin de semer la mort. Peut-être que les tirs des mécaphores Saint-Marcof et Lion's Pride auraient pu rétablir l'avantage de la croisade, mais un rugissement à faire trembler le sol retentit alors, signalant à l'horizon l'apparition du roi des Trogoths en personne. Le moral des éophores tomba alors au plus bas.
Trugg pointa ses cornes vers le Lion's Pride et chargea. Le choc fut d'une telle puissance que plusieurs membres d'équipage basculèrent par-dessus le parapet. Le Troggoth frappa à répétition le mécaphore avec sa massue, le réduisant en piles de métal tordu qui répandaient de l'huile sur le sol aride. Le roi des Troggoths entreprit alors de fouiller les décombres du mécaphore en fournant d'un air absent des morceaux de métal et des humains hurlant dans sa gueule. Les Éophores étaient au désespoir. Comment pouvaient-ils vaincre un tel monstre ? Le maréchal Markhorn comprit que la seule solution était de sonner la retraite et d'espérer qu'une partie de son armée parviendrait à rentrer à Brise-Trèves. Les fusillés abandonnaient leurs pavois et prirent la fuite, mais peu d'entre eux échappèrent aux dagues des grottes, qui les poursuivaient, et aux rochers que les Troggoths leur lancèrent. Alors que le Saint Markov se retirait également, d'immenses Arachnaroks arrivèrent et le bombardèrent d'une toile gluante qui le ralentit. Des chevaucheurs d'araignées recouvrirent alors la forteresse ambulante. Même si son équipage en tua un grand nombre, les impacts constants des rochers jetés par les Troggoths finirent par détruire les moteurs à vapeur de l'imposante machine. Le Saint Markov disparut alors sous un raz-de-marée de corps chitineux. Cependant, ce dernier carré héroïque des défenseurs du mécaphore offrit le temps nécessaire à Malkhorn et à une partie de son armée de s'échapper. Le pari du maréchal Malkhorn était un désastre. Alors qu'ils virent leur chef revenir tête basse à Brise-Trèves, beaucoup des Homefers se dirent qu'il aurait mieux fait de périr avec ses hommes. C'était un homme brisé. Lorsque les sentinelles prévinrent de l'arrivée de l'ennemi à l'horizon, ce fut la pontifex Zenestra qui donna l'ordre de se préparer au siège. La chute de Brise-Rêve. La défaite à la crête de Manfer fut un désastre pour la croisade d'Akshi, car elle perdit son artillerie en même temps que d'innombrables vies. Cependant, l'heure n'était pas à la veillée funèbre, car tandis que les survivants revenaient à Brise-Trèves, un grondement sourd annonçait déjà la venue de la horde du roi des Troggoths. Seul le calme olympien de Pontifex Zenestra évita que la panique se propage parmi les défenseurs de Brise-Trèves. Elle alla voir le maréchal, en disgrâce, et lui ordonna de se tenir à ses côtés. Elle déclara que son point faible était sa vanité, mais que même les âmes couvertes de honte avaient leur place au sein de la grande roue. La bataille de Brise-Trèves allait lui donner l'occasion de restaurer son honneur. Malkhorn saisit cette chance de se racheter. Sa petite troupe de survivants, composée de volontaires, de soldats blessés et de flagellants, allait défendre les portes de Brise-Trèves jusqu'à son dernier souffle. Pendant ce temps, la plus grande partie de la croisade allait partir vers l'est, à travers les canyons étroits appelés les défilés des braises, afin d'éviter les hordes du roi des Troggoths. Le maréchal se lança dans cette tâche avec détermination. Il harangua ses hommes et femmes en leur promettant la gloire éternelle s'ils parvenaient à retenir les nuées d'abomination pendant ne serait-ce que quelques heures. Les nuées de grottes qui escaladèrent les murailles de Brise-Trèves sur les échelles branlantes furent accueillies par des salves disciplinées de fusillés et fauchées par les Homefers en haut des murs. Malkhorn se battit comme un possédé. Il hurlait des ordres et relevait des hommes blessés pour les pousser à continuer le combat. Ses pistolets crachaient la mort et dispersaient des grottes effrayées par sa fureur. Alors que des Troggoths martelaient les portes de Brise-Trèves, ils furent visés par les flots de métal liquide déversés depuis les murs par des forges-guerres.
par les forges-guerres alchimistes de la croisade qui utilisèrent ensuite leur pouvoir pour manipuler la substance afin qu'elle coule directement dans les yeux et la gorge des monstres. Cependant, cette défense était vouée à l'échec, tandis que la lumière de Hysh diminuait, elle fut remplacée par un crépuscule inquiétant. La silhouette du roi des Troggoths finit par se découper sur la mauvaise lune. Il défonça les portes de la ville, et la tête faucillée de sa massue s'abattit et réduisit en pulpe un des forges-guerres. Cette vision terrible brisa le moral des défenseurs, mais ils n'avaient nulle part où fuir. Ils savaient qu'ils étaient condamnés, et nombre d'entre eux se rappelèrent amèrement les contes cruels de leurs enfances à propos de Groby Chaperon Noir. Néanmoins, le maréchal Malcorne n'avait aucune intention de laisser ses camarades subir un tel sort, alors même que l'ombre massive de Trugg l'enveloppait, et que le monstre brandissait son arme pour éteindre une bonne fois pour toutes la lumière étincelante de Brise-Rêve, le maréchal prêta serment devant le dieu roi que la croisade de la comète survivrait. Il posa alors le canon de son pistolet fumant contre un tonneau de poudre ronge-doigt, un parmi des dizaines entassés sur un chariot dénué de roues entreposé au milieu de la ville, et appuya sur la détente de son arme. La fureur de la matriarche. La nuit s'illumina comme en plein jour quand plus d'une tonne de poudre explosa. La pontifex Zenestra se retourna et vit Brise-Rêve devenir une gigantesque boule de feu. Des corps de grottes en flammes volaient dans les airs comme des escarbilles hors d'un feu de forge. Pendant un instant, l'horrible lueur de la mauvaise lune fut masquée et la matriarche de la Grande Roue entonna une sombre bénédiction en l'honneur des loyaux Sigmarites qui venaient de donner leur vie pour tenter de sauver la croisade. Malgré tout, la survie de celle-ci n'était pas assurée. Les éophores avaient atteint les défilés de braise, mais les grottes et les troggrottes étaient sur leurs talons. Des chevaucheurs de Squig harcelaient les flancs de la colonne et s'en prenaient aux traînards et aux blessés. Les hurlements des soldats capturés étaient un refrain terrible et constant dans les oreilles des survivants qui savaient qu'ils risquaient la mort s'ils ralentissaient. Toujours plus de silhouettes encapuchonnées émergeaient des ténèbres et affluaient en dépit des tirs de formation castellaine et des contre-charges désespérées des cavaliers éreintés de Zenestra. C'est alors qu'un cri assourdissant résonna par-dessus le tonnerre des armes à feu et les hurlements des grottes. Les éophores terrifiés regardèrent derrière eux, en direction de Brise-Rêve, et leur sang se glaça. L'énorme roi des Troggoths arrivait vers eux. Son corps était nimbé de flammes, tel un démon de quelques légendes oubliées venu exterminer l'humanité. L'artefact sur le dos du Troggoth émettait des sons stridents et crépitait. Les runes gravées à la surface brillaient d'une puissance élémentaire si bien que la peau du monstre semblait insensible aux flammes qui la léchaient. Il se rapprochait accompagné de dizaines de Troggoths, fumant mais apparemment indemnes. Zenestra le ressentait au plus profond de son âme. La Grande Roue tournait inexorablement à travers la guerre, la tragédie puis le triomphe. Elle se leva de sa chaise, étendit les bras, les yeux brillants d'un feu intérieur. Tous les regards se tournèrent vers la matriarche de la Grande Roue, tandis que son corps étincelait, que sa voix tonnait comme une salve de 100 bouches à feu. La roue tourne sans cesse. 8 raies de lumière argentée jaillirent dans toutes les directions depuis la frêle silhouette de Zenestra. Les éophores tombèrent à genoux devant cette vision.
en faisant le signe de la comète, bouche bée et frémissant de peur. La lumière inonda les Sigmarites et emplit d'une douce chaleur alors que les grottes et les trogrottes qu'elle toucha furent englouties par les flammes blanches qui les réduisirent en carcasses fumantes. Après avoir tracé des sillons de flammes à travers la horde, les raies de lumière fusionnèrent formant l'image de la grande roue. La pontifex en son centre. Une fois formée, la roue se mit à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les créatures du fiel obscur touchées par les rayons étaient transformées en torches vivantes et hurlaient de douleur. Sans se laisser impressionner, Trugg rugit et chargea vers la matriarche, mais fut jeté au sol par un de ses rayons ardents, et les flammes blanches le couvrirent. Les Éophores témoins de ce miracle jugèrent plus tard que le phénomène invoqué par Zenestra s'éleva vers le ciel et illumina le chemin à travers les défilés de braise, tout en semant la terreur au sein de la horde. Les squigs couinaient de douleur et les grottes effrayées prenaient la fuite. Zenestra ordonna aux flagellants qui formaient l'arrière-garde de charger. Les zélotes poussèrent des cris de guerre et percutèrent la nuée qui les avait poursuivis jusqu'alors. Ce qui offrit au reste de la croisade le répit nécessaire pour fuir par le canyon le plus proche. Avant que l'ennemi puisse se reprendre, la grande roue s'abattit sur les parois du canyon derrière la croisade, provoquant un glissement de terrain qui ensevelit les grottes, les trogrottes et les flagellants, en soulevant un nuage de poussière qui recouvrit les Éophores, les forçant à se protéger les yeux et la bouche. Quand la poussière retomba, les Sigmarites reprirent espoir car leurs poursuivants étaient bloqués par l'éboulement. Lorsque Trugg se leva, le crâne endolori et la peau brûlée, il ne voyait ni ses proies, ni la lumière qui avait failli le décapiter. Il beugla de colère, poussant un rugissement de frustration primitive qui s'intensifia lorsqu'il se rappela que la destruction de Brise-Trêve n'avait pas mis fin à sa migraine.